Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e épisode dans lequel nous allons parler aujourd'hui des jeux psychologiques. Un jeu psychologique, c'est un jeu très loin d'être amusant et pourtant il est pratiqué dans une grande majorité de relations sociales, familiales ou sentimentales. C'est un mécanisme inconscient qui s'établit entre plusieurs personnes et qui nuit grandement aux relations comme à soi-même en raison de l'usure qu'il engendre chez chacun des protagonistes. Qu'est-ce qu'un jeu psychologique et comment en sortir? C'est le sujet de ce 7e épisode. Je suis Amandine Lally, praticienne en psychothérapie et PNL, coach certifié, titulaire d'un master en thérapie brève, d'un master en hypnose, certifié en psychopathologie clinique et sophrologue. Je vous propose ce podcast S'épanouir, le podcast qui vous donne des clés pour changer et des outils pour grandir. Tout d'abord, je voulais commencer par remercier un auditeur, Michel, qui m'a envoyé un chaleureux message en me disant, je vous cite, « Je vous remercie pour tous vos enseignements, toutes les connaissances que vous partagez, c'est riche, c'est concret, je vous aime beaucoup. » Je vous remercie infiniment, Michel, comme je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent et qui encouragent ce podcast. Merci beaucoup, merci à vous tous. Pour revenir au jeu psychologique, ils ont été mis en lumière grâce notamment à l'analyse transactionnelle. Et si ça vous intéresse, vous trouverez un livre entièrement dédié à ce thème, écrit par Eric Berne, qui s'intitule « Des jeux et des hommes ». Ce jeu est donc, comme je le disais, très très loin d'être amusant et au contraire, il empoisonne profondément l'existence de chacun. Pour qu'il y ait un jeu, il faut qu'il y ait des joueurs. Le jeu commence donc à partir de 2 joueurs, mais peut s'étendre à bien plus. Quand je dis jeu, c'est le nom qu'on lui a trouvé, c'est le nom qu'on lui a donné. Effectivement, ça n'a rien d'amusant, ça n'a rien d'un jeu. Dans ce jeu dramatique, donc, tel qu'on l'appelle et tel que l'a intitulé notamment Karpman, dans ce qu'il a défini comme le triangle dramatique, que vous trouverez également sur mon site www.s'épanouir.net, dans le blog pour les plus visuels d'entre vous, dans lequel vous pourrez retrouver l'illustration du triangle de Karpman. Pour reprendre ce triangle dramatique, donc, il y a donc un sauveur, une victime et un persécuteur. Chaque participant peut passer d'un rôle à l'autre et la victime peut se retrouver persécuteur, le sauveur victime, etc. Et pour rendre plus concrète cette théorie, rien de mieux qu'un exemple. Claire a perdu son permis de conduire pour excès de vitesse répété il y a 2 ans. Elle se plaint beaucoup de cette situation auprès de son mari Stéphane qui se démène pour l'emmener là où elle souhaite aller. Heureusement, ils travaillent tous les deux de chez eux, mais dès que Claire a besoin, Stéphane l'emmène là où elle a besoin d'aller. Stéphane est donc là dans un positionnement de sauveur auprès de Claire qui est positionnée, elle, en victime. Il s'occupe de faire les courses alimentaires pour ne pas perdre du temps à 2 pour ça. Et puis, Claire, de toute façon, a horreur de ça. Quand Stéphane ne prend pas ce que Claire a demandé au supermarché, elle ne manque pas de lui faire remarquer et certaines fois ça vole en éclats. Elle lui reproche de ne pas y mettre du sien, lui dit des choses telles que « c'est quand même pas compliqué de lire fromage râpé et pas fromage tout court. Tu sais très bien que je l'aime pas en plus celui-là. Tu le fais exprès, c'est pas possible. Si je t'avais pas donné les 2 points de mon permis en 2007, on n'en serait pas là. » Alors, excédé, forcément, à force, Stéphane va pouvoir à un moment donné réagir d'une certaine façon, comme par exemple crier à Claire « Si t'es pas contente, tu vas te les faire tes courses. Dorénavant, tu te débrouilles. Je suis pas ton larbin. » Et Claire se met à pleurer. Stéphane prend donc à son tour le rôle du persécuteur et Claire, celui de la victime, qui trouvera certainement des sauveurs pour la réconforter. Des exemples comme celui-ci, il y en a une multitude, mais dites-vous qu'en face, si quelqu'un joue avec vous, c'est que vous êtes un bon joueur, c'est que vous renvoyez la balle. Si vous ne renvoyez pas la balle, il n'y a pas de jeu en face, le jeu s'arrête. Parmi les jeux très célèbres, on retrouve notamment le jeu du oui mais, en tout cas le jeu que Eric Berne a donné sous le nom de oui mais. Le jeu du oui mais, je vais vous donner encore un autre exemple. Laurine, collègue de travail de Julien, vient le trouver pendant la pause café, tout affolé, et lui dit « Oh là là, c'est la catastrophe. C'est les 10 ans de rencontre de mon compagnon ce week-end, et ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai pas acheté le cadeau de Christophe, c'est catastrophique. »
Julien, voulant aider Laurine, lui suggère donc naturellement d'aller faire les magasins un soir dans la semaine. Laurine lui répond « Oui, d'accord, je voudrais bien, mais on termine tous les soirs à 19h, je vais faire comment ?» Julien lui dit alors qu'il y a la galerie commerciale ouverte jusqu'à 21h tous les soirs. Laurine répond « J'aimerais bien, mais tu sais bien que le lundi soir, j'ai yoga, et puis le mardi, j'aime bien aller boire un verre avec mes copines. Et puis mercredi, c'est un peu galère parce que je dois récupérer mon cousin après son activité. Non, vraiment, ça va être compliqué. » Julien, du coup, lui propose de faire sauter une de ses activités et, pour une fois, d'en manquer une. Mais finalement, Laurine va lui dire « Oui, c'est vrai que je pourrais faire ça. » Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible de trouver un cadeau pour Christophe en si peu de temps, ça sert à rien. N'écoutant que son bon cœur et désireux d'aider Laurine, Julien lui dit qu'elle peut aussi commander sur Internet. Laurine lui répond « Oui, mais ça va être trop long. Nous sommes lundi et c'est pour samedi. » Ce à quoi Julien lui répond « Tu n'as qu'à prendre sur mon compte Bidule Prime, j'ai la livraison en 24 heures en plus. » Et Laurine lui dit « Oui, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée. Mais non, je veux pas, j'ai horreur de demander et de passer par les autres. Vraiment, c'est pas possible. » Là, Julien commence à perdre patience et lui dit « Bon, tu sais quoi, débrouille-toi. Si rien ne convient, là, vraiment, je peux rien faire pour toi. » Et là, Laurine, visiblement agacée, finit par lui répondre « Ok, sympa, merci beaucoup. » Et du coup, un malaise s'installe. Si on reprend cet exemple, on observe que Laurine a émis une problématique, elle a donc été victime d'un problème auquel Julien a voulu apporter une solution et aider Laurine, qui n'avait pas explicitement demandé d'aide. Il a donc fait une somme de propositions, toutes déclinées les unes et les autres par un « oui mais », entendez « oui mais non ». Julien, excédé par ce positionnement, a fini par s'agacer et par faire une remarque sur l'absence de bonne volonté, en tout cas ce qu'il a jugé lui, comme de la bonne volonté ou de l'absence de bonne volonté de Laurine. Il a donc eu un comportement accusateur ou persécuteur. Ok, mais Amandine, c'est pas de la persécution quand même. Je développe. Dans ces genres de fin de dialogue, un malaise s'installe toujours et avec un état un peu confus. Et c'est qu'un exemple parmi de nombreux jeux, encore une fois. Le point commun dans ces jeux, c'est qu'il y a 3 rôles à nouveau que chacun des protagonistes, vous l'avez vu, joue à tour de rôle. On retrouve donc la victime, encore une fois, qui apporte un problème en donnant l'impression de vouloir y trouver une solution, le sauveur, voulant venir en aide à la victime, même si elle n'a rien demandé, et le persécuteur qui accable la victime ou qui accable le sauveur. Donc les rôles sont vraiment, vous voyez, sont glissants, tels que décrits dans le fameux triangle de Karpman, du nom de son créateur. Ces jeux peuvent durer 10 minutes, peuvent durer 10 mois, 10 ans ou toute une vie, dans certaines relations, dans certains contextes, et certains couples ou certaines familles ne savent exister qu'au travers de ces jeux, qui ont, c'est vrai, l'avantage de pimenter une existence, mais pas de manière saine et pas de manière épanouissante. Est-ce que ces 3 rôles ne vous rappellent rien ? Les films, les romans, le théâtre. Superman serait-il Superman sans sa super fonction de super-héros qui vient sauver les victimes des méchants ? Quelle intrigue y aurait-il dans une fiction sans qu'on attribue un rôle de gentil, un de méchant et un sauveur ? Que serait Réponse sans sa méchante mère et sans son preux chevalier ? Que serait la Belle sans son héros sauveur, la Bête et ce méchant Gaston ? Ces personnages et ces rôles permettent de créer, vous l'aurez compris, l'intensité, et dans les films, les romans, les dessins animés, ils ont la chance de finir enfin heureuses. Ce qui est loin d'être le cas dans la vie, et qu'ils ont le mérite, c'est vrai, d'animer et de faire passer le temps ensemble. Pas sereinement, c'est vrai, pas de la meilleure manière, mais ils occupent. Et comme les jeux psychologiques n'ont pas pour fonction de résoudre un problème, ils recommencent encore et encore. En analyse transactionnelle, il est distingué 3 degrés d'intensité, 3 degrés tous plus gênants et plus graves les uns des autres. Dans le premier degré, on y retrouve les petites remarques du quotidien, les petits accrochages qui vont vraiment à la longue fatiguer. Dans le deuxième degré, les répercussions
sont un peu plus élevées, elles sont d'un niveau supérieur. Et puis enfin, dans le troisième degré, l'impact psychologique se retrouve lourd de conséquences et peut conduire vraiment à des drames. Eric Berne a repéré une cinquantaine de jeux psychologiques et sans pouvoir tous les énumérer, je vais simplement vous en citer quelques-uns. Il y a le fameux et célèbre « le mien est mieux que le tien » qui consiste simplement à démontrer que ce que l'on a est mieux que celui des autres, mieux que ce qu'a autrui. Et la notion là n'est pas simplement de parler d'un objet. Il peut s'agir de son enfant qui est mieux que les autres ou mieux que celui des autres, où le parent va chercher à démontrer par A plus B en quoi son enfant est mieux ou meilleur. Ça peut être un enfant, mais ça peut aussi être un conjoint, ça peut être un animal, ça peut être également des vacances, des voyages, des activités, etc. Tout un tas de choses. On retrouve également le « c'est affreux ». C'est affreux, les autres sont horribles, les autres sont affreux, le monde est comme ci, le monde est comme ça, les Français sont comme ça, les hommes sont comme ci, les femmes sont tellement comme ça, etc., etc. Un jeu dans lequel le ou les joueurs vont trouver des situations dans lesquelles ils pourront se plaindre, se positionner du coup en victime persécutée. On retrouve également le « attrapez-moi » dans lequel le joueur initial va faire en sorte de se faire remarquer, de provoquer, d'excéder son entourage ou les gens autour de lui jusqu'à se faire évincer d'un groupe. Ceux qui l'évincent devenant du coup les persécuteurs. Le joueur initial se retrouve donc rejeté, mis de côté et se retrouve victime. Une victime qui trouvera certainement des sauveurs pour lui venir en aide encore une fois. Il y a également le très célèbre « sans toi ». Si je ne t'avais pas connu, j'aurais eu telle ou telle carrière, tel ou tel avenir, j'aurais appris telle ou telle chose, rencontré telle ou telle personne, je n'aurais pas pris de poids, je ne fumerais pas, etc., etc. Pour sortir de ces jeux, il est primordial de prendre conscience de son comportement et de sa responsabilité. Il est essentiel de différencier quelqu'un qui est réellement victime de quelqu'un qui se positionne en victime. La victime, par définition, n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Et la personne qui se positionne en victime n'est donc pas non plus responsable de la situation. Et si elle n'est pas responsable de la situation, elle n'est pas non plus en capacité de trouver des solutions pour sortir de cette situation dont elle se plaint. Le sauveur, lui, cherche à aider la victime. Et s'il joue ce rôle, c'est qu'inconsciemment, il y trouve des avantages, notamment celui de se sentir utile, valorisé par l'aide qu'il apporte à la victime. Et dans le positionnement du sauveur, il y a une volonté de faire à la place d'eux, ou à tout prix, de faire à tout prix. Quelles répercussions ça a ou ça aurait de porter un enfant sans jamais qu'il expérimente la marche et apprenne à le faire par lui-même ? Quelles répercussions ça a pour Claire d'être emmenée où elle veut, quand elle veut ? Et surtout, quelle motivation a-t-elle pour repasser son permis, puisque Stéphane, dans l'exemple qu'on a cité précédemment, le fait à sa place, conduit à sa place, fait les courses à sa place. On voit d'ailleurs de quelle manière, dans ce jeu-là, Claire persécute Stéphane. Le persécuteur sait, il dicte, il cherche à imposer, mais il peut également être en réaction, comme c'est le cas pour Stéphane qui, à force d'être persécuté par Claire, devient lui-même le persécuteur. Le maître mot est donc de prendre ses responsabilités pour chacun des protagonistes. Il n'est pas nécessaire pour ça de ne plus venir en aide à quelqu'un, mais simplement de choisir de venir en aide sans prendre la responsabilité à l'autre de se sortir lui-même de cette situation, de manière tout simplement adulte et responsable. La responsabilité également pour la personne qui est face à une difficulté d'observer son positionnement pour en sortir et prendre ses responsabilités pour sortir de la situation problème. De la même manière, si vous vous rendez compte que vous êtes dans un positionnement de persécuteur, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre du recul. De vous placer comme si vous pouviez vous placer, vous positionner en observateur, observer le jeu auquel vous êtes en train de jouer. Et pour chacun des rôles, il est intéressant de se demander
Quels besoins ces comportements cherchent à alimenter? Quels besoins il y a derrière? Quand vous voyez un joueur en face de vous qui essaye de jouer, demandez-vous simplement comment ne pas lui renvoyer la balle. Comment ne pas alimenter ce tennis relationnel qui peut durer éternellement ou recommencer. Je vous invite donc, si ça vous intéresse, à observer autour de vous les jeux auxquels vous pouvez jouer, les jeux qu'on peut jouer avec vous et les jeux que jouent les personnes qui vous entourent. C'est toujours intéressant d'observer tout ça et de prendre conscience. Et prendre conscience, c'est vraiment le premier pas pour changer une situation. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le noter et à le partager. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.